comme on le rappelait, on va parler de musique, mais on va aussi parler de culture, et on va parler des origines de cette culture, parce que c'est vrai que le rap, ça ne date pas d'hier. Pour être très précis, parce que j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'aller à New York et de faire quelque chose qui s'appelle les Hush Tours. Alors, parce que c'est ça qui est incroyable, le Hush Tour, c'est quoi? C'est en fait, de la même façon que quand vous allez au musée, bon, bah, vous avez un guide qui va vous dire, alors voilà, la Joconde, peint par Léonard de Vinci, en telle année. Et bien les Hush Tours, c'est en fait un tour de New York hip-hop, présenté par un ancien rappeur et DJ qui s'appelle Grandmaster Caz, et qui vous fait le tour de l'histoire de cette culture, et qui vous dit, parce qu'il le fait à l'américaine, un petit peu façon genre maître de service, et à votre avis, de quand date le hip-hop? Alors tout le monde est là, il y a une quinzaine de personnes dans le bus, je sais pas, les années 80, non, avant. Et donc bon, finalement on en arrive à une année très précise qui est 1973, et même une date qui est le 13 août 1973. Pourquoi cette date-là? Parce que c'est ce qu'il appelle the first documented hip-hop party, c'est-à-dire la première soirée hip-hop recensée, c'est-à-dire que le premier DJ historique qui s'appelle Kool Herc avait une petite sœur qui terminait le lycée, qui allait aller en fac, et qui voulait faire une fête de fin d'année. Et dans cette fête de fin d'année qu'elle a donnée dans la salle collective commune de son HLM, tout pourri, un immeuble vraiment qui n'a absolument aucun intérêt autre que d'être l'endroit où a eu lieu cette première soirée. Donc. Et dans cette soirée, il y a les premiers graffeurs, les artistes de graffiti, les premiers DJ, les danseurs, tous ceux qui vont former ce qu'on appelle la culture hip-hop, et qui à l'époque était quelque chose qui était réservé à un très petit nombre de gens, puisque c'est né dans les quartiers new-yorkais, de façon très informelle, et évidemment à l'époque, tous les gens qui étaient les premiers acteurs de ce mouvement, les premiers danseurs, les premiers graffiti artistes, les premiers MC, MC ça veut dire maître de cérémonie, ceux qui tenaient un micro comme moi, mais qui le faisaient avec un peu plus de rythme et des rimes, et puis les DJ, qui étaient ceux qui passaient la musique, c'était donc des gens qui faisaient ça dans un cadre absolument restreint. Il n'était pas question de faire des disques, de passer à la télé, de passer à la radio. C'était en fait très simplement ce qu'un très fameux artiste des débuts du rap qui s'appelle Afrika Bambaataa a théorisé quand il a créé la Zulu Nation. Alors, petit flashback, qu'est-ce que c'est que la Zulu Nation? Les Zoulous sont un peuple africain qui a tenu tête à l'envahisseur anglais et qui l'a même battu à plusieurs reprises sur son terrain, un peu comme les Spartiates, avec un petit nombre très déterminé de gens. Et en fait, il y a eu un film qui s'appelait Zulu Dawn, donc l'aube Zoulou, qui racontait cette histoire, et que Afrika Bambaataa, qui est un membre des gangs new-yorkais à l'époque, son gang s'appelait les Black Spades, il voit ce film et il se dit « c'est génial, voilà des Noirs en tribu qui battent le grand empire britannique. Ça, c'est quelque chose auquel moi, en tant que Noir du ghetto, je peux m'identifier. » Donc il prend cette idée des Zoulous, et il crée ce qu'il appelle la Zulu Nation, c'est-à-dire c'est une organisation informelle au début, dont le slogan est « Peace, Love, Unity and Having Fun ». La paix, l'amour, l'unité et l'envie de se marrer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la culture hip-hop au fond, si on va dans les valeurs de ce que représentait cette culture hip-hop dès le début? C'est transformer l'énergie négative en énergie positive. En clair, on est des Noirs, jeunes, dans des quartiers dévastés, on n'a aucun espoir de trouver du boulot, même de trouver des appartements ailleurs que dans ces coins pourris. Tout ce qu'on regarde autour de nous nous dit « vous êtes rien, vous n'existez pas ». Vous êtes des rejets de la société, vous êtes des numéros, vous avez plus de chances en tant que jeune noir de terminer au cimetière ou en prison qu'à l'université ou avec un job. Vous regardez la télé, c'est quoi les noirs? Ben, au mieux, quelques sportifs, allez, quelques stars du R&B qui chantent des chansons langoureuses, baby, je t'aime, avec des très belles voix. Au cinéma, c'est des seconds rôles, vous savez, comme on dit dans les films d'horreur, le noir c'est toujours celui qui meurt en premier. Ce genre de cliché. Et ben nous, on va transformer cette énergie négative qui fait que, ben, qu'est-ce qu'on fait finalement? On se bat, on se fait la guerre pour des broutilles. Et ben, cette énergie négative, on va la transformer en quelque chose de positif. Au lieu de se taper ou de se faire, de se battre avec des couteaux, voire avec des armes, et ben, on va se battre avec des mots. On va se faire la guerre, mais verbalement. Et moi, ton ennemi, je vais te défier sur un ring, et le ring c'est la rue, et je vais te tuer. Mais je ne vais pas te tuer en vrai, je vais te tuer avec mes mots, parce que mes rimes vont être plus fortes que les tiennes. C'est cette tradition des joutes verbales
qui date de bien avant, hein, ce qu'on appelait les dozen, c'était des espèces de bourrimés, c'est quelque chose qui existe dans les prisons, quelque chose qui existe dans la tradition orale aussi africaine. Cette façon de parler et de dire le mot va être l'arme, en fait. Encore une fois, toujours cette énergie négative transformée en énergie positive. Et puis, évidemment, derrière tout ça, il y a l'art. Mais l'art, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui est dans les musées uniquement, c'est quelque chose qui est dans la rue à l'époque. L'art, la culture hip-hop, c'est 4 disciplines principalement. C'est la musique, à travers le DJing. Les DJ sont ceux qui passent des disques et qui vont, je vais vous faire écouter dans un instant un extrait d'une création musicale faite par un des premiers DJ qui s'appelle Grandmaster Flash, et vous allez voir la virtuosité qu'il a avec simplement des disques et ses 2 mains et une table de mixage. Donc ça, c'est la musique à travers les DJ. Premier élément de la culture hip-hop. Deuxième élément, la parole, le mot, avec les MC, donc les maîtres de cérémonie, ceux qui tiennent le micro, qui racontent des histoires, qu'ils font en rime et en rythme. L'art graphique et visuel, le graffiti. Alors là, les racines du graffiti, on peut remonter aux crottes de Lascaux si on veut, ou aux fresques qu'on a trouvées sur les murs, aussi bien dans les pays asiatiques, les pays latin-américains, Mexique, etc. Beaucoup d'origines, c'est peindre sur les murs, en l'occurrence, pas seulement les murs, puisqu'on est à New York dans un premier temps, mais aussi sur les métros, parce que les métros new-yorkais sont principalement aériens. Donc il y a toute une discipline où les graffiti artistes avec leurs bombes vont aller peindre la nuit dans des dépôts, vont faire du slalom entre les chiens loups des flics qui gardent les dépôts, risquer beaucoup de choses, et puis le matin, à 5 h du matin, s'asseoir et regarder passer son œuvre sur le A-Train du matin. 3e élément, donc. Et puis 4e élément, la danse, l'expression physique, ce qu'on va appeler breakdance, une danse extrêmement visuelle, extrêmement énergique, extrêmement acrobatique, inspirée là aussi de beaucoup d'autres origines. Hein. Il y a les Nicholas Brothers dans les années 30, il y a tout ce qui a pu se passer à Harlem à l'époque du jazz, le foxtrot de Charleston, et puis les danses aussi des Noirs américains, tout ça synthétisé avec un côté extrêmement brutal et acrobatique qu'on va appeler breakdance. 4 éléments donc, la danse, le graffiti, le DJing, le MCing, ce qu'on va appeler globalement la culture hip-hop, qui dans un premier temps s'exprime, donc je vous le disais, dans la rue. Il y a des clubs comme le Disco Fever, qui est un des premiers clubs où vont se produire les premiers artistes rap, et puis ce qu'on appelle les block parties. Alors qu'est-ce que c'est qu'une block party? Alors si vous regardez la carte de New York, à part Broadway qui la traverse comme une grande zébrure en diagonale, c'est des rues toutes droites, 200 rues, et puis des avenues qui les croisent, donc c'est des blocs. Tout ça est absolument géométrique. Il n'y a pas du tout le côté, comment dire, un peu farfelu des villes occidentales qui se sont construites sur des centaines ou des milliers d'années. Là, New York, c'est une ville, vous savez, des États-Unis, hein, c'est quand même relativement récent. Enfin, il y avait les Indiens avant, hein, mais bon, depuis le Mayflower, donc en gros. Donc on a construit ça de façon très carrée. Et une block party, vous êtes donc dans les quartiers plutôt isolés, donc dans les ghettos, le South Bronx, Brooklyn, le Queens. Et pour faire une soirée, c'est très simple, vous prenez une rue, vous mettez des petites barrières de chaque côté de la rue, comme si tout d'un coup la rue devenait une scène. Vous installez des platines, hein, à la manière de ce qui en Jamaïque s'appelle les sound systems, c'est-à-dire on installe un système de son pour faire de la musique avec des haut-parleurs, les platines. Généralement, on pique le courant sur un lampadaire de la rue, des tournements. Et puis, il y a les mamans du quartier qui font à manger, qui vendent des petits gâteaux, des petites boissons. Et puis, les gens viennent, le DJ passe des disques et le MC va parler au micro, dans un premier temps, un peu comme un DJ de radio, pour exhorter les gens à danser, faire des petites incitations. Et puis, au fur et à mesure, pour aussi raconter des histoires. Parce qu'au début, c'est ça qui est très intéressant, le hip-hop, qui est une musique généralement, surtout en France, associée à la narration sociale, à un contenu politique, sociologique, on raconte des histoires, c'est pas ça du tout au début. Au début, c'est vraiment une musique qui est faite pour se distraire, pour se détendre. Le contenu des premiers disques de rap n'est pas du tout un contenu politique. Et le plus fameux tube, le premier, qui date de 1979, que tout le monde connaît forcément de près ou de loin, qui s'appelle Rapper's Delight, le Sugar Hill Gang, dont d'ailleurs un des 3 membres vient de mourir il y a quelques jours, Big Bang Hank, paix à son âme, mort à 57 ans. Ce groupe, donc ce morceau, Rapper's Delight, et ce groupe Sugar Hill Gang, c'est du pur entertainment.
C'est des histoires drôles, des petits récits de quartier. Le mec raconte comment il drague une nana en disant « Moi, je suis pas comme ces super-héros avec leurs caleçons et leur cape. Moi, je suis un vrai mec avec mon nom autour du cou. » Et il raconte aussi quand il va chez son copain, invité par sa mère pour le déjeuner. C'était vraiment super sympa, elle était cool, mais son poulet en aurait dit du carton, je reviendrai jamais bouffer chez toi. Des petites histoires, et puis des onomatopées, assez de hip-hop, de hippie to the hip-hop, you don't stop. Une façon de rimer joyeusement sur une musique qui est un tube certifié, puisque la musique de ce tube qui est Rapper's Delight, c'est Good Times, un morceau qui est un énorme succès à l'époque du groupe Chic, donc un morceau disco-funk magnifique avec une superbe ligne de basse, qui va servir donc d'instrumental à ce disque, qui va être le premier exemple sur disque d'un morceau entièrement consacré à ce qui va devenir un genre musical dominant, mais qui à l'époque n'est encore qu'une utopie, parce que faut bien vous imaginer qu'en 79, quand vous parlez rap, on se dit, mais est-ce que c'est de la musique? Ils ne chantent pas, ils parlent. Et puis, la musique qu'il y a derrière, là, ce truc dont on parle, les DJ, c'est quoi? C'est des gens qui passent des disques. Parce que, bien sûr, la musique du hip-hop, au début, quand elle est dans les block parties, quand elle est dans les clubs, quand elle est faite par des DJ, c'est quoi? C'est un type qui passe des disques, mais il ne se contente pas juste de mettre un disque du début à la fin. Justement, c'est là où ça devient intéressant et créatif. C'est que le DJ s'aperçoit que ce qui plaît le plus au public quand il passe un disque dans un club, parce que les DJ sont des gens qui sont en prise directe avec le public. Ils regardent ce qui se passe, ils voient les disques qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. De tout temps, quelles que soient les musiques, le DJ, c'est celui qui va prendre le pouls et qui va dire « ça, c'est un tube. Ça n'intéresse pas les gens. Ça les fait danser. Ça, quand je passe ce disque-là, les gens deviennent fous. » Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui leur plaît. C'est pas forcément expliqué quoi, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne. Donc le DJ hip-hop, il s'est aperçu que le morceau, plutôt le passage du disque qui fait que les gens sont le plus contents, c'est le break. C'est-à-dire un passage rythmique très fort où pendant 5, 10, 15, 20 secondes, il y a quelque chose qui se passe avant qu'on revienne avec le chanteur, le refrain, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps pour donner de l'espace à son MC, celui qui va être devant et qui va parler avec le micro? Et bien, il va prendre le disque en 2 exemplaires. Sur la platine de gauche, il va passer ce fameux break de 20 secondes. Et une fois que c'est fini, le même passage sur la platine de droite. Il va créer une boucle. On parle de bien avant, l'époque où il n'y avait pas encore de sampleurs, d'échantillonneurs de son, mais en fait, les premiers DJ hip-hop vont justement inventer le sampling, dans le sens où ils vont, en utilisant une répétition de boucles avec plein d'effets audio, que sont le scratch, le passe-passe, encore une fois, je vais vous passer là un morceau pour vous expliquer, que vous entendiez réellement ce que ça veut dire, tous ces mots un petit peu techniques. Donc en fait, il va recréer une musique à partir d'éléments déjà existants. C'est-à-dire que la platine, qui jusqu'à présent était considérée comme un outil pour écouter de la musique que quelqu'un a fait, un disque, un phonogramme, hein, c'est un morceau de 3-4 minutes, où on mettait le disque au début, et puis voilà, il y a un refrain, couplet, fade, 3 minutes 30, voilà. Et bien là, la platine devient un instrument de musique, au même titre que la guitare, la basse ou les claviers, parce qu'il va y avoir une création qui est basée sur des disques déjà existants, et à partir de ces disques, le DJ va créer quelque chose qui va être une création originale. Alors, pour illustrer ce propos qui serait très vite ennuyeux si je continue dans la technique, on va écouter un morceau d'un de ses premiers DJ. Alors le premier, c'est Kool Herc, qui est quelqu'un qui a été le premier à inventer la plupart des techniques justement du DJ hip-hop, mais qui n'a jamais fait de disque, hein, qui est resté quelqu'un qui faisait des soirées, qui était dans la rue mais qui n'a jamais fait de disque. Et lui, celui qu'on va écouter, c'est Grandmaster Flash, qui lui par contre, dès le début, s'impose comme un des créateurs et qui va faire des disques. Et notamment celui qu'on va écouter, qui est un instrumental, c'est plus compliqué que ça. Le morceau s'appelle The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Les aventures du grand maître Flash sur les roues d'acier. Qu'est-ce que c'est que les roues d'acier? C'est les platines qui tournent. Et ce que vous allez entendre, c'est donc en fait une création originale. Donc il a des disques. Il a un disque de Blondie qui s'appelle Rapture, il a le disque de Queen, Another One Bites the Dust, il a le disque de Chic, Good Times, celui qui a servi de support sonore à Rapper's Delight. Il a des disques de son groupe à lui, les Furious Five, parce qu'il est DJ et il a un groupe qui s'appelle les Furious Five, qui sont 5 rappeurs. Et donc il va prendre des extraits de tous ces disques, il va créer cette aventure, et en plus il y a aussi autre chose. À l'époque c'était son grand secret, bon maintenant on sait tout ça, il a des disques d'histoire. Vous savez, souvent, il y a, comme vous avez les livres audio.
bon, bah, y a des histoires, des contes, avec des gens qui racontent des histoires, avec des petites ambiances sonores derrière. Il va s'en servir, et il va faire donc une création qui est basée sur des disques existants. On va en passer un petit extrait, The Adventures of Grandmaster Flash and the Winds of Steel. Techniquement, c'est hallucinant. You see, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Là, il y a déjà 3 disques qui sont passés. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Là, c'est chic, Good Times, l'instrumental. Un break. Là, du scratch. Le break à nouveau. Chaque fois, il repart. Là, c'est Queen, Another One Bites the Dust, intro, qui arrive. Écoutez derrière, vous entendez le son qui monte. Un scratch par-dessus. Et scratch à droite, la musique monte à gauche, vous entendez le... Attention, attention. Et là, il repart sur Chine. Ça va être le Blues 5. Il dit son nom à lui. Tout ça en direct. Pendant 7 minutes et en direct, Grandmaster Flash montre que les platines sont devenues un instrument de musique. La virtuosité qu'il a, c'est d'autant plus incroyable que ce que vous entendez, c'est réellement un mix en direct. Là, il n'y a pas de machine, on coupe derrière. Le type le fait en vrai. Il y a un film qui s'appelle Wild Style dans lequel il y a une séquence où il apparaît et on le voit. C'est-à-dire qu'il a une table de mixage avec sa petite mixette, qui passe de droite à gauche. Il scratche les disques, il en met 20, il en remet un autre. Et alors, à l'époque, évidemment, le grand secret, ce qui fait qu'un DJ est quelqu'un d'unique, d'imbattable, c'est que on ne sait pas les disques qu'il utilise. Il n'y a pas Shazam, hein, ça n'existe pas, bien sûr. Il n'y a même pas Internet, il y a la télé. Mais bon. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le petit détail qui est amusant, c'est qu'à l'époque, les DJ, comme Grandmaster Flash, Cooler, Count Wizard Theodore, tous les premiers DJ, quand ils passent des disques, ils ont auparavant pris des disques, ils les ont trempés dans une solution d'eau savonneuse. Pourquoi? Pour enlever le label du milieu. Parce que quand ils passent des disques, les gens ils viennent et ils regardent, qu'est-ce que tu joues? Il n'y a rien marqué. Et oui, parce que comme ça, personne ne peut copier ce qu'il fait. Ce que fait un DJ est quelque chose d'unique. Alors là encore, on parle vraiment d'une époque antédiluvienne, puisque aujourd'hui, de toute façon, bon, bah, tout le monde a accès à tout. Mais à l'époque, le DJ est celui qui est dépositaire de la musique et qui a donc justement cette exclusivité. Il a des sons, il a des disques que personne d'autre n'a. Grandmaster Flash, c'est un artiste unique à cause de ça, à l'époque. C'est le seul qui est capable de faire ce genre de choses. Alors, cette façon donc de faire de la musique, cette façon de parler en rythme sur la musique, qui date, je vous le disais, donc des années 70, mais qui remonte même à un peu plus loin. Notamment, en 1970, il y a un groupe qui s'appelait les Last Poets,
les Derniers Poètes, qui était un groupe, lui, pour le coup, très militant, très politique, affilié au Black Panther, qui faisait des rimes sur une musique qui était principalement basée sur des percussions, très influencée par le jazz. Mais avec le hip-hop, c'est autre chose parce que, justement, dans un premier temps, comme je vous le disais, cette culture hip-hop va être la culture de la détente, la culture de l'amusement, une façon d'oublier, ce qui est aussi une des fonctions d'art, d'oublier la vie plutôt dure que peuvent avoir les gens. Et ils viennent le soir, ils ont envie de se détendre, ils ont envie d'écouter des trucs. Et la culture hip-hop va fournir cette espèce de façon de s'évader. Jusqu'à 82, une année charnière à plus d'un titre, parce qu'en 1982, il y a un morceau qui est d'ailleurs produit par Grandmaster Flash, le même DJ dont je vous ai fait écouter un extrait. Et le morceau s'appelle The Message. Pourquoi The Message est tellement important? Parce que c'est la première fois qu'on va avoir justement, dans le cadre de cette culture hip-hop, dans le cadre de cette musique rap, quelque chose qui va être non pas simplement du divertissement, même si bien sûr le morceau est très divertissant, dans le sens où il est original musicalement, la façon dont les musiciens jouent, car ce sont des musiciens qui jouent sur ce disque, est absolument révolutionnaire. Encore aujourd'hui, on ne peut que rester ébahi devant la créativité de cet instrumental. Mais surtout, les artistes qui rappent par-dessus vont pas, contrairement à Rapper's Delight, raconter des histoires drôles, des petites anecdotes de quartier, mais faire un tableau extrêmement sombre et extrêmement noir de la vie dans le ghetto. C'est-à-dire que c'est comme, ça serait comme, si vous voulez, du cinéma en stéréo, avec, comme si quelqu'un se promenait dans le quartier et voyait tous les vices, tous les drames, tous les meurtres, toutes les choses qui se passent dans la rue, avec une façon de les raconter absolument unique. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with a baseball bat. Des rats dans le salon, des cafards dans l'arrière-cour et des junkies dans le fond avec une batte de baseball. J'ai essayé de m'évader mais je n'ai pas pu aller loin parce que le mec de la société de crédit a repris ma voiture. Ne me pousse pas car je suis à bout, je me demande comment je fais pour ne pas sombrer. Avec une espèce de conviction dans les mots, une façon de faire vivre cette condition humaine extrêmement difficile dans les quartiers qui, rappelons-le, dans les années 80, c'est les années Reagan, c'est les années où le premier truc que fait Reagan quand il est élu président, c'est de couper les quelques budgets sociaux qui pouvaient rester et de plonger les quartiers, donc évidemment les quartiers noirs qui sont les plus pauvres, dans une misère encore plus grande, dans une violence encore accrue. C'est aussi les années où vont arriver le crack, dérivé de la cocaïne, extrêmement bon marché, extrêmement addictif, et qui va précipiter des guerres de territoire absolument sanguinaires. Donc les quartiers qui sont déjà des endroits très difficiles vont devenir des endroits encore plus pénibles à vivre, et des morceaux comme The Message vont rendre compte pour la première fois de ce qui se passe dans ces quartiers, et c'est pour ça que ce morceau est tellement important. On va en écouter un extrait, ça s'appelle donc The Message, et c'est la sélection 7. Donc The Message, 1982, tout change. Alors en fait, le morceau est signé Grandmaster Flash et The Furious Five, donc c'est le grand maître Flash et ses 5 furieux, qui sont les 5 rappeurs du groupe. Mais en fait, curieusement, ce ne sont pas les 5 rappeurs qui sont les interprètes, ce sont 2 artistes, l'un qui fait partie des Furious Five, qui s'appelle Melly Mel, celui qui a le rire, tellement caractéristique, et l'autre qui s'appelle Duke Booty, qui est un rappeur affilié au groupe, mais qui n'est pas des Furious Five. Et les Furious Five n'apparaissent qu'en fait à la toute fin du morceau, dans une espèce de coda, à la fin des 7 minutes. Donc là, ce qu'on va entendre, c'est Duke Booty, qui est le principal rappeur, et Melly Mel. Là, c'est le refrain. C'est comme une jungle, parfois, je me demande comment je fais pour ne pas sombrer. Et là, le bruit de verre qui va déclencher le morceau, vous allez entendre. Du verre cassé partout, des gens qui pissent dans la rue, ils en ont rien à foutre. J'ai essayé de m'en aller, mais je ne peux pas partir, je n'ai pas d'argent, je suis coincé ici. Le récit d'une vie, dans l'enfer, avec après des récits de jeunes filles qui viennent de province, qui espèrent faire fortune et qui terminent prostituées au coin de la rue, bouffées par le crack, un mec qui fait des braquages et qui va en prison, qui va se retrouver à devenir informateur pour les flics, violé par ses compagnons de cellule, qui va se pendre dans sa cellule et qui va, avec cette phrase terrible, tu étais froid et ton corps se balançait de droite à gauche.
Et tes yeux racontaient ces terribles histoires de comment tu as vécu tellement vite et comment tu es mort tellement jeune. Enfin, des récits de l'enfer sur Terre, des récits donc absolument terribles et qui font qu'on s'aperçoit à ce moment-là que le rap n'est pas seulement une musique, justement, d'abord, ça n'est pas qu'une mode, parce qu'au début, plein de gens, comme vous pouvez encore l'entendre aujourd'hui, vont dire oh, c'est une sous-culture, voire une sous-culture d'analphabète. Vous voyez de qui je veux parler, mais c'est aussi ça ne va pas durer, c'est un truc, voilà, de toute façon ces gens-là, il y a eu le jerk ou la hoop, puis bon, il y a le rap, et puis ça va passer. Et le plus étonnant, c'est que finalement, même au sein des gens qui sont les acteurs de cette culture, beaucoup n'ont pas du tout l'idée que ça peut aller aussi loin. Parce qu'avant qu'il y ait Rappers Delight, tous les rappeurs qu'il y a dans les quartiers, ils font ça pour s'amuser, mais ils ne penseraient même pas à faire un disque. Évidemment, ils n'ont même pas de musiciens. Or à l'époque, faire un disque, c'est un groupe qui joue avec guitare, basse, batterie, clavier, un studio, on répète, on enregistre. Pas des mecs qui font de la percussion avec la bouche, des DJ qui passent des disques, et un mec avec un micro, ou pas de micro d'ailleurs, qui rappe dans la rue. Or, avec Rappers Delight, on s'aperçoit d'abord que ça peut devenir un disque. En l'occurrence, un maxi 45 tours. Et puis après, une fois qu'on a fait des maxi 45 tours, ça va être des albums. C'est-à-dire 5, 6, 7 morceaux sur un disque. Et puis après, ça va être des groupes qui vont faire des tournées. Et puis après, il ne va pas y avoir qu'un groupe, ou 2 groupes, ou 3 groupes, il va y en avoir plein. Et puis il va y en avoir qui vont amener un nouveau style, une nouvelle façon de présenter leur art. Et puis on va s'apercevoir aussi que cette culture hip-hop, c'est une culture qui en fait regroupe toutes les musiques. À travers le sampling, enfin d'abord dans un premier temps, le passage de disques manipulé par le DJ, et puis par la suite avec les machines à travers le sampling, c'est-à-dire l'échantillonnage d'extraits sonores qui vont être mis en place comme un puzzle, on peut s'inspirer d'absolument toutes les musiques. Le rock, la country si vous voulez, la musique électronique, qui vont être repassées à travers la moulinette du DJ et utilisées dans un contexte hip-hop. Alors, quel meilleur exemple pour parler de cette façon de réutiliser toutes les musiques que ce disque que je vais vous passer. Et vous allez comprendre, alors là, on n'est plus aux États-Unis, hein. On est en Allemagne. Ah, tiens, bon, bizarre, oui, effectivement. Alors, on est en Allemagne et on est plus exactement à Düsseldorf. On parle d'un groupe électronique. Septième morceau, décidément le numéro 7 fonctionne bien. Donc un groupe que d'ailleurs j'ai vu en concert hier soir à Paris, qui est un groupe qui a donc plus de 40 ans d'existence. Le groupe s'appelle Kraftwerk. Il vient de Düsseldorf. Ce sont 4 musiciens allemands. Donc il y a Ralf Utter, Florian Schneider-Esleben, Wolfgang Flur et Karl Bartos. Et ils font de la musique électronique hein, depuis les années 70. Ils ont commencé en 69. Donc musique électronique avec des synthétiseurs, puis une musique qui n'a strictement rien à voir avec la musique soul américaine, la musique funk. Et un de leurs gros succès, qui sort en 77 sur l'album du même nom, c'est un titre qui s'appelle Trans-Europe Express. On en écoute un morceau. Donc de la musique électronique, répétitive,
allemande, chantée avec cette voix désincarnée de Ralph Lauder, qui parle de rendez-vous sur les Champs-Élysées, Leave Paris in the morning with TEE, le Trans-Europe Express, qui était le grand train qui traversait le continent européen, donc une ode à la machine, au mode de circulation qui était le train. Ils avaient fait un premier morceau qui s'appelait Autobahn, sur l'autoroute. Donc, quel est le rapport? Mais quel est le rapport avec le hip-hop? La réponse est simple, a priori, absolument aucun, évidemment. Sauf que 5 ans après ce morceau, donc il sort en 77, Afrika Bambaataa, vous vous rappelez, celui qui a créé la Zulu Nation, qui est aussi musicien et qui est DJ. Donc lui, il passe des disques et il fait partie de ces gens, comme je vous disais, qui donc regardent ce qui se passe, écoutent, aiment les sons, aiment l'originalité, la nouveauté, veut toujours quelque chose de neuf, parce qu'être DJ, c'est être en avance, c'est être celui qui va avoir les nouveaux sons, celui qui va avoir le truc que tout le monde va dire « Ah ouais, ça c'est nouveau, ça c'est bien ». Et il écoute ce morceau, et il pète les plombs. Il se dit, voilà, ça c'est le truc. Il faut que j'arrive à incorporer ces sonorités-là, cette ambiance-là, dans la musique que je fais, dans le hip-hop. Et si j'arrive à faire ça, là, banco. Et il va réussir à faire ça. Il va réussir en 82, il va changer le cours de la musique hip-hop en intégrant cette composante électronique avec un morceau qui s'appelle Planet Rock, et qui, vous allez vous en apercevoir, fait plus qu'emprunter à Kraftwerk, puisqu'il pompe carrément l'instrumental, et ça devient Planet Rock. La même chose, mais version New York, South Bronx. Vous allez reconnaître le riff qui arrive. Et allez, on reprend généreusement. Et là, tout d'un coup, toute cette musique naissante qui était principalement basée sur la soul, le funk, le sampling justement de tout le passé de l'histoire de la musique noire américaine, Good Times de Chic pour Rapper's Delight, mais James Brown, Al Green, Curtis Mayfield, tous ces artistes qui les samplaient au début, et bien là, avec ce morceau, avec Planet Rock, on s'aperçoit que soudain, il y a d'autres influences, et en l'occurrence, un groupe électronique allemand des années 70. C'est la preuve, s'il en fallait une, que le hip-hop est une musique justement qui est universelle, et ça va être une des clés de ce succès qui va aller croissant au fil des ans, parce qu'on s'aperçoit finalement que la culture hip-hop est une culture globale. Dans un premier temps, ça va être donc le funk, et puis après, comme vous l'avez entendu sur ce morceau, la musique électronique, et puis à peu près tout ce qu'on veut. Le DJ va être en fait, et le producteur, parce que le DJ va devenir producteur de disques, évidemment, puisque quand on commence à faire des disques, on n'est plus seulement DJ, on est producteur, on est celui qui façonne le son. Donc à travers le sampling, va s'emparer de tous les genres musicaux et va les remettre dans un contexte hip-hop. Alors, ça c'est une belle histoire merveilleuse, mais arrive quelque chose qui va aussi être important dans l'histoire de cette musique et de la commercialisation de cette musique, c'est que c'est très bien de reprendre des extraits musicaux de Kraftwerk, de James Brown, de Little Richard, de qui vous voulez. Mais le problème, c'est que à un moment, vous utilisez quelque chose qui ne vous appartient pas, qui pourrait être la musique de quelqu'un d'autre. Il y a un petit côté pirate dans la façon de faire la musique hip-hop à l'époque, c'est-à-dire qu'en gros, le DJ, il prend tout ce qu'il aime et il rend hommage, en quelque sorte, au Supreme de Diana Ross, à Kraftwerk, à qui vous voulez. Mais à un moment, les éléments vont dire oui, c'est très bien, mais il faut payer maintenant. Parce qu'évidemment, si vous utilisez James Brown, qui est quelqu'un qui a eu une vision très ambivalente du hip-hop, parce qu'au début, il détestait ça, il disait attendez, imaginez, vous allez au supermarché et vous prenez un poulet, mais vous achetez pas le poulet, vous le ramenez chez vous simplement. Et ben c'est moi le poulet. Tout le monde prend mon rythme, tout le monde prend ma musique, mais moi on me donne pas d'argent. Donc c'est bien joli votre truc là, mais moi, faut me payer. Bon, il va aussi s'apercevoir, parce que c'est là où c'est intéressant, ça va dans les deux sens, c'est que certes, il y a le pillage d'une partie de disques dont les artistes qui les reprennent ne payent pas les droits d'auteur, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui va permettre à toute une génération d'artistes funk et soul qui étaient complètement oubliés et complètement ringardisés de revenir sur le devant de la scène.
des artistes comme George Clinton, magnifique musicien qui a fait des groupes comme Parliament et Funkadelic, qui étaient des groupes très très importants dans les fins des années 60, début des années 70, qui sont beaucoup moins présents dans les hit parades au milieu des années 80 quand le hip-hop prend son essor, qui vont à travers des artistes comme Ice Cube, des groupes comme NWA, être réutilisés, vont revenir sur le devant de la scène. Pareil pour un groupe comme Zap, qui est un groupe de funk, dont le leader s'appelle Roger Troutman, qui était complètement oublié, et qui va, à travers des groupes comme EPMD, plein de groupes new-yorkais, retrouver une nouvelle importance. Donc, à la fois, c'est un pillage, et en même temps, c'est aussi une façon de remettre la lumière sur des artistes qui étaient oubliés. L'aspect légal de la musique est très important dans l'évolution du hip-hop, parce que, en fait, tout ce qui était possible à l'époque des disques, dont je vous ai passé des extraits, de Grandmaster Flash, de Africa Bambaataa, de Soul Sonic 4, tous ces groupes-là, ne l'est plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez ne serait-ce qu'un extrait très très bref, mais reconnaissable d'un disque, et que vous ne payez pas les droits d'auteur qui vont avec, si vous ne demandez pas plus exactement l'autorisation avant, il va y avoir un procès, et vous allez le perdre. Parce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis copyright infringement. Vous enfreignez la loi du droit d'auteur. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le sample est beaucoup moins présent dans la musique hip-hop, parce que tout ce que faisaient les groupes des années 80, des groupes comme De La Soul, des groupes comme Public Enemy, des groupes importants de l'histoire de cette culture, qui empilaient. Public Enemy, c'était un groupe très révolutionnaire qui, dans les années 80, a fait des disques absolument sensationnels comme Fear of a Black Planet ou It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, des disques dont le son était une espèce de mur du son. Ils avaient un team de producteurs qui s'appelait The Bomb Squad, l'équipe des démineurs. Et ce Bomb Squad empilait des couches et des couches de samples, d'extraits musicaux de dizaines et des dizaines de groupes différents pour en faire une espèce de maelstrom sonore dont il ressortait des éclats de James Brown, d'Al Green, de plein d'artistes, mais les droits n'étaient pas payés. Donc ce sont des disques qui ont été extrêmement importants dans l'histoire du rap, mais qui pour la plupart ne peuvent pas ressortir aujourd'hui, ne pourraient pas être faits aujourd'hui de la même façon, parce qu'aujourd'hui, légalement, on ne pourrait plus faire ce que faisaient les groupes à cette époque. En fait, il y a eu plusieurs procès qui ont marqué, sinon la fin du sampling, mais en tout cas le ralentissement de la frénésie de sampling qu'il y avait, notamment Biz Markie et De La Soul, qui sont deux artistes qui ont eu des procès d'artistes qui étaient samplés. Pour De La Soul, c'était un groupe de rock assez obscur qui s'appelait les Turtles. Pour ce qui est de Biz Markie, c'est Gilberto Sullivan, qui est un chanteur de folk, qui a une chanson assez connue qui s'appelle Alone Again Naturally, qui avait été reprise par Biz Markie. Il y a eu un procès, et dans les deux cas, les procès ont été perdus. De La Soul a dû payer $1 million de dédommagement pour le groupe Turtles. Biz Markie a dû retirer son album de la vente et le refaire en enlevant les samples incriminés. Et à partir de ce moment-là, tout change parce qu'on s'aperçoit que cette technique magique du sampling, évidemment, si vous faites un disque en tant que DJ chez vous et que vous faites une cassette ou vous pressez quelques dizaines d'exemplaires pour vos amis ou passer en boîte, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous le sortez chez Sony Music, chez Warner Bros, avec pour objectif, ce qui est normal, c'est l'objectif d'un artiste de passer sur les radios, de faire des concerts, de vendre des disques, alors là, à ce moment-là, il faut que ça soit clearé, il faut que les samples soient légaux, soient officiels, soient autorisés. C'est-à-dire qu'en gros, avant de sortir le disque, vous demandez à, par exemple, disons qu'on va sampler les Rolling Stones, vous contactez les avocats des éditions des Rolling Stones pour dire « Êtes-vous d'accord pour que j'utilise tel extrait du morceau NJ dans telle composition ?» Alors, soit on va vous dire oui ou non. Si on vous dit non, vous rentrez chez vous, vous enlevez le sample, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et si on vous dit oui, on va dire oui, mais alors voilà, les conditions sont, on veut tant de pourcents des bénéfices du disque, par exemple, et ça peut monter jusqu'à 50, 60, 80%. Après, vous êtes libre d'accepter ou de refuser, mais il faut que ça soit coopté par des gens que vous copiez. Donc, tout ça fait que, musicalement, c'est aussi une des clés de l'évolution de cette musique, musicalement, on ne peut plus faire les mêmes choses à partir du moment où le sampling prend une telle ampleur que, justement, il y a une réaction des ayants droit qui disent on ne peut pas prendre ce qu'on veut, comme on veut, c'est pas un supermarché gratuit, il faut payer. Donc il y a une évolution musicale, et puis une évolution qui va aussi avec la façon d'enregistrer de la musique, parce que quand on est au début du rap, dans les années 70, il n'y a pas de sampleur, il n'y a pas d'échantillon de son. Les machines sont très rudimentaires. Au fur et à mesure que les machines se perfectionnent, on va avoir un accès très démocratisé à la musique qui va permettre à des gens qui ne sont pas musiciens, mais qui ont des... Alors,
là c'est un peu technique, mais il y a les Akai, les SP900, les SP1000, il y a toutes sortes de petites machines qui vont permettre à des gens qui ont simplement un feeling musical, mais qui n'ont pas forcément une connaissance du solfège, qui ne savent pas jouer au sens premier d'un instrument, comme on jouerait des claviers ou d'une guitare, mais qui vont être capables de construire des sons, de faire des beats, d'être des beatmakers, comme on dit aujourd'hui, des faiseurs de sons, et donc de créer une musique, alors qu'ils ne sont pas avec une formation de musicien. Et c'est aussi un élément très important de cette culture hip-hop, c'est une démocratisation de la parole et de la musique. Avant, en quelque sorte, la musique était quelque chose qui était réservé aux gens très savants. Si vous remontez au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'était des gens qui avaient une science très très complexe et très très précise. Il y avait des choses qu'on pouvait faire et des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et si vous n'étiez pas musicien avec des années de pratique et d'études, vous ne faisiez pas de la musique. Vous en consommiez si vous voulez, vous en écoutiez, mais vous ne pouviez pas en faire. Avec toutes les nouvelles technologies et avec cette façon qu'a le hip-hop de dire justement, tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut être artiste, tout le monde peut rapper, du moment que vous avez du talent, que vous avez le rythme, que vous avez les paroles, que vous avez le flow. Ce qu'on appelle le flow, c'est cette façon de poser les mots sur la musique, qui est aussi quelque chose qui a beaucoup évolué depuis le début, parce que les rappeurs des années 70, c'est nanana, 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 en suivant la mélodie, avec un côté un petit peu swing, tempo. Maintenant, c'est très technique, ça va être à côté du beat, ça va être avec des syllabes démultipliées, ça va être, si vous écoutez Eminem aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir en termes de flow avec le Sugar Hill Gang. Et pourtant, ce sont deux époques d'une même musique, d'une même culture, mais qui évolue avec à chaque nouvelle génération des nouvelles façons de rapper, de poser son texte sur la musique, de raconter des histoires, d'avoir un flow différent. Donc il y a une évolution et puis il y a aussi une démocratisation qui fait que on s'aperçoit que le rap, non seulement c'est une musique qui est là pour durer, mais c'est une musique qui est là pour justement se développer et muter à la façon d'un virus, si vous voulez, mais un virus positif en l'occurrence, puisque chaque nouvel artiste va amener sa pierre, parce que le hip-hop, c'est aussi un dépassement de soi. C'est une façon, en tout cas à l'origine, c'est être original. Être capable de faire quelque chose que personne d'autre ne fait. Toi, tu rappes comme ça, moi, mon nouveau style de rap, il est comme ça. Et il est meilleur que le tien parce qu'il est nouveau, il apporte quelque chose de frais. C'est pour ça que c'est tellement important quand on voit sur la côte ouest, quand arrivent des artistes de hip-hop, parce que jusqu'à présent, on ne parlait que de New York, mais vers la fin des années 80, Los Angeles se réveille et amène un autre genre musical. Des artistes comme Snoop Dogg, Dr. Dre, sont des gens qui vont apporter énormément parce qu'ils vont amener une nouvelle fraîcheur, une nouvelle façon d'aborder la musique, d'aborder le groove, et puis d'aborder le rap aussi, parce que Snoop Dogg, avec sa voix traînante, sa façon d'être légèrement décalée sur le beat, cette façon très débonnaire qu'il a de raconter des histoires généralement assez violentes aussi, va être quelque chose qui va complètement renverser la donne. Et tous ces artistes de la côte ouest, on va les globaliser sous un nom qui va déterminer ce rap West Coast, par opposition au rap East Coast. La East Coast, la côte Est, c'est New York. La West Coast, c'est Los Angeles, c'est la Californie. Ça va être le gangster rap, le rap des gangsters. Pourquoi le rap des gangsters? Parce qu'il y a une chose qu'il y a en Californie, qui n'existe pas, en tout cas pas de la même ampleur à New York, ce sont les gangs. Alors je vous ai dit que Afrika Bambaataa faisait partie d'un gang new-yorkais qui s'appelait les Black Spades. Il y a eu des gangs dans les années 50 et 60 aux États-Unis, mais c'était pas du tout la même culture que les gangs californiens, qui eux sont carrément des organisations, pour certaines presque paramilitaires, avec énormément de violence et d'armes, parce que les armes sont très facilement disponibles en Californie. Les lois, vous savez, les États-Unis, c'est le pays des cow-boys, c'est-à-dire qu'il y a des États, vous avez le droit d'avoir une arme du moment qu'on ne la voit pas. Et puis il y a d'autres États, vous avez le droit d'avoir une arme uniquement si on la voit. Vous allez me dire, c'est débile. Ben non, la logique est différente. Il y en a qui disent, c'est ok d'avoir une arme du moment qu'elle n'est pas visible et que ce n'est pas une provocation pour vous défendre. Puis il y en a d'autres qui disent, attention, si vous avez une arme et qu'on la voit, ça c'est de la dissuasion. Parce que si vous croisez quelqu'un, c'est la mentalité de cow-boy, qui a un flingue sur lui, vous n'allez pas aller le voir en lui disant, donne-moi ta thune. Il va dire, bah non, lui il a un flingue, je le laisse tranquille. Donc les armes, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des Américains. C'est dans la Constitution. C'est le droit de se protéger soi-même. Ça date d'une époque où les pionniers du Mayflower venaient avec des caravanes et s'ils ne défendaient pas leur ferme, se faisaient scalper par les Indiens. Vous allez me dire, c'est logique qu'ils venaient leur piquer leur terre. Mais bon, encore un autre débat. Donc les armes, ça fait partie de la vie. Le problème, c'est que ça, c'est dans la Constitution à l'époque où il y a les fermiers et les Indiens. Sauf que là, on a une époque où il y a des armes automatiques, des M16, des Uzi, des armes qui crachent 50 balles en 3 secondes, qui sont utilisées pour des drive-by shooting.
ce qu'on appelle le drive-by shooting, c'est en gros, vous avez une embrouille avec des gars du quartier voisin, donc vous vous retrouvez avec vos gars sûrs, vous buvez de l'alcool, vous fumez des joints, vous montez bien la tête, vous allez en voiture à 4 ou 5 avec les armes chargées, vous passez dans le quartier et vous arrosez les pauvres gars qui sont dans la rue en réponse à une supposée agression ou une embrouille qui a eu lieu avant. Enfin bon, c'est des querelles corses, hein, on ne sait même plus d'où ça vient. Mais donc tout cet univers très violent, cette guerre des gangs, cette culture des gangsters, des gangbangers en Californie, c'est ce qu'on va retrouver dans les paroles de ce qu'on va appeler le gangster rap. Cette ambiance très violente, cette façon de raconter avec presque désinvolture, comme si c'était un jeu, comme si c'était un film, la vie des quartiers, c'est ça qui va déterminer le gangster rap. Et un des groupes qui va symboliser ce gangster rap, qui va être le premier groupe qui va mettre le gangster rap et le rap de Los Angeles sur la carte, c'est un groupe qui s'appelle NWA, 3 lettres, N-W-A. Que signifie cet acronyme ? Les nègres avec une attitude, niggas with attitude. C'est-à-dire le mot le plus insultant, le plus chargé de violence raciste qui puisse exister aux États-Unis, car, je vous le rappelle, aux États-Unis, les Noirs ne sont pas venus avec un visa de touriste ou en vacances, ils sont venus dans des cales de bateaux vendus comme de la marchandise, comme de l'ébène. C'était des esclaves, ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains. S'ils essayaient de s'évader, on leur coupait le tendon pour qu'ils ne puissent plus marcher. Ils étaient vendus comme de la marchandise. Les métis qui existent aux États-Unis sont le résultat du viol des femmes noires par le patron des plantations. Donc il y a un vécu quand même qui est très très lourd du peuple noir aux États-Unis. C'est pas pour rien qu'on parle aux États-Unis du peuple noir. Il y a une vraie unité du peuple noir parce qu'ils sont tous issus de cette réalité-là. Et même si effectivement l'abolition de l'esclavage est arrivée avec le président Lincoln, et même si dans les années 50 il y a eu le mouvement des droits civiques qui a autorisé, gros guillemets, les Noirs à aller dans les mêmes écoles que les Blancs, il reste toujours un affrontement racial entre les Noirs et les Blancs. Tout n'a pas été réglé avec la loi des droits civiques, hein, il reste encore beaucoup de choses encore aujourd'hui à régler. Et donc le terme nègre, c'est le terme vous ne pouvez pas imaginer plus insultant. C'est un terme qu'un blanc ne peut même pas en rêve utiliser. Même Eminem, qui est un rappeur blanc, comme vous le savez, et qui est quelqu'un qui a l'habitude de dire beaucoup de choses très très violentes et très très brutales, il est le premier à dire c'est un mot que je n'emploierai jamais, car en tant que blanc, je n'ai pas la légitimité de le dire. Mais c'est un mot qui va être récupéré par les Noirs comme un terme qu'ils vont se réapproprier. C'est-à-dire, en gros, ils disent, ouais, c'est nous les négros. Et alors, t'as un problème avec ça ? Ça va devenir un terme d'affection, un terme d'amitié. Yo my nigga, hey mon négro, le terme va donc être réutilisé, et non plus dans son sens raciste du blanc pour parler des Noirs, mais des Noirs entre eux. Et donc ce groupe NWA est un groupe très très important parce que il va dire des choses, alors vous allez me dire, pourtant c'est très simple, hein, mais ça va être parmi les premiers à le dire, un morceau qui va être l'objet d'un scandale énorme, qui va les amener à avoir même un procès vis-à-vis de... Enfin, pas un procès, plutôt une lettre du FBI qui leur demande de ne pas jouer ce morceau, mais constitutionnellement parlant, ils ont le droit de le jouer. C'est un morceau, c'est tout simple, le message est très simple. Tout est contenu dans les 3 mots du texte. Fuck the police. Nique la police. Ouais, facile, hein. Ah ouais, sauf qu'en 88, quand vous êtes des Noirs de Los Angeles, dire fuck the police, because I'm a teenager with a little bit of gold and a pager, nique la police, juste parce que je suis un teenager avec un peu d'or et puis un beeper autour de la taille, ils croient que je suis un dealer de drogue, parce que j'ai une belle voiture, ils vont m'arrêter, ils vont palper les noix comme s'ils étaient des PD, qu'ils aillent se faire foutre ces enculés. C'est un cri de haine contre la police qui, on l'a su quelques années après, notamment avec l'affaire Rodney King, à Los Angeles, est extrêmement violente, contient des éléments extrêmement racistes et est une espèce de force parallèle à l'intérieur de l'État. Et donc, eux, ils disent, voilà, très simplement, fuck the police. Morceau brutal, morceau qui évidemment ne passe sur aucune radio, morceau qui va leur valoir un succès énorme et qui va lancer la carrière de ce groupe. Donc, l'album s'appelle Straight Out of Compton parce qu'ils viennent d'un quartier qui s'appelle Compton, qui est un des quartiers les pires qui soient à Los Angeles. Et donc, le morceau Fuck the Police va leur valoir beaucoup de succès, parce que, même s'il n'est pas diffusé sur les radios, c'est un morceau tellement puissant et dans lequel les gens se reconnaissent tellement qu'il va devenir leur emblème, même si, normalement, ils n'ont pas le droit de jouer en concert, quand ils font des tournées à l'époque, et ben ils le jouent quand même, et les gens deviennent dingues. On écoute un petit extrait de Fuck the Police. Right about now, NWA boys in full effect. Judge
gotta say. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit 'cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me 'cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the plotter, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police. Voilà, le noir très très en colère qui rappelle, c'est Ice Cube. Ice Cube qui va connaître une carrière absolument fulgurante, qui va devenir par la suite producteur, acteur, rappeur solo, qui va être un des éléments à sortir de NWA, qui va connaître un énorme succès. L'autre, c'est bien sûr Dr. Dre, que tout le monde connaît aujourd'hui. Dr. Dre qui, par la suite, est devenu producteur non seulement de Snoop Dogg, qui a été le premier artiste qu'il a mis sur le devant de la scène, mais par la suite de Eminem, le rappeur blanc, produit par un nègre avec une attitude. C'est magnifique, là on est vraiment au cœur de l'Amérique, ce mélange de noir et de blanc, où de toute façon la seule couleur qui compte, c'est pas le noir, c'est le blanc, c'est le vert, hein, couleur des dollars. Puisque faut quand même rappeler que les États-Unis, c'est un pays où tout est déterminé par l'argent. La culture, c'est très bien, mais il n'y a pas de ministère de la culture là-bas, ça n'existe pas. Hein. Nous on est là, genre, c'est super, on est dans une médiathèque, on a un ministère de la culture, on adore la culture, quand c'est commercial, on trouve ça mal. Ah, c'est commercial, c'est pas bien. Aux États-Unis, ils n'ont pas ces pudeurs de donzelles effarouchées. C'est genre, si ça marche, ça fait de la thune, et si on fait de la thune, ben c'est bien. Et les rappeurs sont bien évidemment les premiers à accepter ce système capitaliste. D'ailleurs, la meilleure preuve étant, et vous l'avez tous vu, peut-être que même certains ont été choqués, comment les rappeurs américains ont de l'or autour du cou, des dents en or, des bagues, des colliers, parce que quand on a du succès, on le montre. Parce que quand on vient de la misère, et ben l'argent, il y a une phrase fameuse que j'aime beaucoup d'un rappeur français qui s'appelle Ali, comment mépriser l'argent quand on n'en a pas. L'argent, c'est quelque chose de fascinant, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir. Et quand on l'a, eh ben on ne va pas se priver de le montrer, surtout dans une culture comme la culture américaine, où effectivement, l'argent n'est pas tabou. En France, on vous demande combien vous gagnez, je préfère pardon, je sais pas. En France, c'est le pays où vous avez une belle voiture, dans le quartier, on va vous la rayer avec une clé. Tiens, voilà, hein, t'es content maintenant, ta belle voiture, bah, elle est rayée. Aux États-Unis, c'est ouais, super, combien tu gagnes? 500 000 $ par an. Ouais, beau gosse, bien joué, cool. L'argent est logique. Et le rap est dans cette culture-là. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup, une grosse partie, pas l'intégralité, mais une grosse partie du rap va être effectivement cette façon de se vanter sur j'ai plus d'argent, j'ai plus de meufs, ma voiture c'est la plus grosse, j'ai un yacht. Des fois c'est pas vrai, mais c'est pas grave. L'important, c'est encore une fois cette affirmation de l'existence, de dire, rappelez-vous ce que je vous ai raconté au début, des gens qui ont comme image positive dans les médias à pratiquement rien, à qui tout dit vous n'existez pas, qui vont dire justement I am, je suis, moi en tant que rappeur j'existe parce que j'ai de l'or, parce que j'ai mes textes qui vont me tuer, parce que je suis le meilleur de ma catégorie. Et finalement c'est assez intéressant de voir qu'on retrouve le même genre de mentalité que celle que vous allez avoir dans un discours comme celui de Martin Luther King, c'est le fameux I may be on welfare but I am somebody. Je suis peut-être au chômage, mais je suis quelqu'un, j'existe. Et bien le rap, c'est ça, c'est dire j'existe malgré tout ce que la société peut dire de moi, noir du ghetto, moi dans un quartier tout pourri, où c'est la guerre des gangs, où il n'y a pas de boulot, où j'ai même pas de fenêtre dans mon salon parce qu'elles ont été pétées par des mecs. C'est de dire j'existe, ce que je fais montre, même jusqu'à l'excès, voilà, que je fais partie de ces sociétés. Je ne suis pas juste une statistique destinée à terminer en prison, je suis quelqu'un qui existe. Le rap, c'est cette affirmation. When it hit, you feel no pain. White folks said controls your brain.